Partout dans le royaume, lumière et feux d'artifice sont visibles, annonçant ce jour important. Autour du palais, les habitants ne cessent de crier et de louer l'empereur Hippédium, qui accède aujourd'hui à son trône légitime. Le silence règne dans la pièce. Seul le bruissement de la robe produit un son agréable. Une des servantes demande à la maîtresse de se lever et de se retourner pour examiner sa tenue sous tous les angles. Un homme debout à proximité, essayant de se joindre à la conversation, souligne que seules les boucles d'oreilles ont changé, ce qui signifie qu'il est inutile d'importuner l'hôtesse pour une telle broutille. C'est faux, car c'est aujourd'hui la cérémonie de couronnement, et donc une attention particulière aux détails ne fera pas de mal. Soudain, une brune apparaît, l'air furieux, demandant au couple pourquoi ils se disputent devant l'impératrice. La servante en chef n'apprécie visiblement pas un comportement aussi étrange. La blonde assise à la coiffeuse tousse doucement pour attirer l'attention, puis assure que tout va bien. Ces conversations ne la dérangeaient pas tant que ça, d'autant plus qu'elle-même souhaite que tout se passe bien. Anne allait ajouter quelque chose, mais il fut interrompu par un coup frappé à la porte. Les 2 coups retentirent 2 fois seulement. Puis Suzanne demanda à la personne qui se tenait là d'entrer. Le majordome, un homme d'âge mûr, entra dans la pièce et s'inclina aussitôt en signe de respect. Il ne voulait pas interrompre les préparatifs, mais on lui demanda d'annoncer l'arrivée prochaine du seigneur Karchian. La dame se tourne vers les domestiques et acquiesce. Elle dit qu'elle est prête, ce qui signifie qu'elle peut descendre. Les boucles d'oreilles remplacées complètent parfaitement le look, et ses cheveux blonds brillent comme s'ils venaient en d'être lissés. Marie s'approche de la table et se tient à côté de la dame. Il est étrange de penser à l'avenir, mais encore un an, et très bientôt la dame sera majeure. Une telle période paraît trop longue pour Anne. L'homme inquiet, mais comme pour plaisanter, dit que le gentleman pourrait se lasser d'attendre et s'évanouir. Mais sa petite amie assure que cela n'arrivera pas. L'empereur est si fort que beaucoup le poursuivent, sans obtenir ce qu'ils désirent. La jeune fille se lève lentement de sa chaise, ce qui figera les serviteurs derrière elle. La peur se lisait sur leur visage, car ils ne s'attendaient pas à une réaction aussi brutale, qui serait probablement suivie de quelque chose de pire. La brune bégait, disant qu'elle voulait dire autre chose. Le seigneur est né pour être un homme bon, donc personne ne le considère comme un monstre. L'homme à côté de lui acquiesce, demandant pardon pour de telles insultes. Souriante, la jeune fille assure que tout va bien. Elle n'est absolument pas vexée, d'autant plus que le couple n'a rien dit qui puisse contredire les règles. Cette réaction est due à ses pensées. La blonde se souvient de la vitesse à laquelle le temps passe. Les yeux semblent s'embraser au souvenir de tout. Trop de choses se sont passées en si peu de temps qu'il faut parfois se forcer et se convaincre que tout cela est réel. Les souvenirs qui me viennent à l'esprit sont si désagréables qu'ils donnent envie de grimacer. Un homme en armure. Un chevalier jette une fille au sol et lui enfonce la tête pour lui bloquer la vue. Tournant légèrement la tête, la jeune fille tente de supporter toute la douleur qui lui est infligée, espérant ainsi que tout cela finira bientôt. Les larmes s'accumulent dans ses yeux, puis roulent lentement sur ses joues et son nez. Les gens autour crient quelque chose. Certains réclament le pardon de la princesse. D'autres, au contraire, son exécution au plus vite. L'empereur et son fils sont au premier rang pour ce spectacle. Le brun, comme s'il s'en fichait, plissa légèrement les yeux, faisant semblant de ne rien remarquer, tandis que les autres se détournaient pour ne pas voir ce qui allait se passer ensuite. Les larmes gèlent encore dans ses yeux, laissant des traces humides. Ses pupilles se sont rétrécies, car la blonde est visiblement effrayée. L'horreur s'insinue dans chaque nerf de son corps, lui faisant comprendre que bientôt, tout finira avant même d'avoir commencé. La jeune fille sans force est incapable de lever la tête et reste agenouillée, les mains liées. Le chevalier qui se trouvait à un pas de la personne recule et brandit son épée. Les voix dans sa tête s'estompent, tandis que ses pensées sont arrachées à la voix de la servante, appelant sa maîtresse. Tentant de se débarrasser de cette soudaine sensation d'ivresse. La blonde tourne la tête pour comprendre ce qu'on attend d'elle. La femme de chambre souriante s'approche un peu pour lui rappeler la réunion. M. Karchian attend déjà la dame dans le jardin. Il vaut donc mieux y aller au plus vite, car tout est désormais connu. Souriante, comme si de rien n'était, la dame hoche la tête. Elle semble heureuse de ce qui a été dit et du couronnement imminent. Il vaut mieux se dépêcher pour arriver à l'heure et ne faire attendre personne. En se levant, la jeune fille, relevant soigneusement l'ourlet de sa robe, qui lui paraît trop longue et brillante, descend l'escalier, des chaussures beige de la couleur du tissu de ses vêtements,
frappe doucement le sol en pierre, faisant du bruit. En sortant par l'entrée principale qui mène au jardin, la blonde commence à regarder autour d'elle. On lui a dit que son mari devrait être dans le jardin, mais pour l'instant, elle ne voit absolument rien. Poursuivant son chemin perdant déjà tout espoir, et ne retrouvant donc pas son moral, la dame remarque soudain des cheveux noirs. Ils brillent au soleil, comme s'ils rayonnaient de lumière, sans aucune aide, et il n'est pas difficile de deviner à qui ils appartiennent. Ses yeux s'écarquillent, et son cœur bat la chamade. La belle tente de se calmer, réalisant qu'elle a enfin trouvé celui qu'elle cherchait depuis 5 à 7 minutes. Latia hurle le nom de son amant, et court aussi vite qu'elle peut pour rejoindre l'homme. Il ne remarque pas immédiatement de mouvement au loin, mais une voix familière le ramène à la réalité. En se retournant, l'homme sourit visiblement heureux de pouvoir enfin voir sa future femme. Il ne semble pas du tout prêter attention à l'heure. S'approchant un peu, la belle rougissant légèrement, lui demande si elle était très en retard, et si elle l'a fait attendre. Ses efforts étaient justifiés, car la jeune fille était pressée malgré tout ce qui s'était passé. Il semble que quelque chose ait changé dans sa tête, et tout cela à cause des paroles de Mary et Anne Karshian, étonnamment paraît plus âgée que d'habitude, ce qui n'avait pas été remarqué jusqu'à aujourd'hui. L'homme est assis au bord de la fontaine, sans attendre sa réponse, ni aucune invitation. La jeune fille s'approche et s'assoit à côté de lui. Elle regarde les mains de son amant, et remarquant un petit objet demande ce à quoi on lui répond que c'est une couronne. En regardant la belle pièce faite à partir d'une variété de fleurs cueillies dans le jardin Latia, se demande pourquoi il a soudainement eu besoin d'une couronne, et pourquoi aujourd'hui de tous les jours. Souriant légèrement du coin des lèvres, le brun baisse les yeux, essayant d'expliquer. Il veut passer la bague au doigt de sa future épouse, mais elle est encore trop jeune pour cela. Alors la meilleure solution est de confectionner une couronne. La blonde se fige en entendant ces mots. D'étranges pensées lui traversent l'esprit, tandis que la dame réfléchit à la suite des événements. Elle peut soit simplement accepter la situation et être heureuse, soit commencer à se poser des questions, ce qui aura un effet néfaste sur leur relation. Souriante, mais essayant de cacher son excitation, la jeune fille demande s'il s'agissait d'une sorte de demande de la main et du cœur de la dame, à laquelle le jeune homme bégaye qu'il s'agissait plutôt d'une sorte d'annonce. Si la jeune fille veut refuser d'être son épouse, elle devra fournir des arguments en sa faveur, car son refus ne sera pas accepté comme tel. De telles paroles semblent absurdes, mais la dame essaie de réfléchir à tout ce qui se passe, s'efforçant de paraître le plus convaincant possible. La brune affirme qu'en cas de refus, il a préparé 29 213 raisons pour lesquelles la jeune fille devrait l'épouser. Ce chiffre paraît assez inhabituel, mais en même temps convaincant, car il est possible qu'il soit vrai. L'homme brandit la couronne et s'approche comme pour demander la permission. Il voudrait implorer la belle de ne pas lui refuser, car il est très important pour lui qu'elle devienne son épouse, légale après sa majorité. Tendant la main encore plus près, sans plus attendre, l'homme remarque comment son interlocutrice tend la main et saisit délicatement l'objet. Le ton calme de sa voix le détend, tandis que Latia promet de ne pas refuser, sinon elle s'en voudra toute sa vie. Tout se passe pour le mieux, et tout semble aller comme prévu. Pourtant souriante, la jeune fille ne pose pas la couronne sur sa tête. Elle dit qu'elle ne sera pas sa femme, car elle a une meilleure idée. Se tournant vers son fiancé, la jeune fille pose brusquement la couronne sur la tête de la brune, qui se fige, ne s'attendant visiblement pas à une telle tournure des événements. Il vaudrait mieux qu'il devienne son époux, concrétisant ainsi leur union. Les pupilles se dilatent légèrement et le cœur s'accélère. Les yeux semblent fixés sur un point précis, tandis que le prince tente de digérer la situation et les informations qu'il vient de recevoir. Décidant de ne pas rester silencieux plus de quelques minutes, Lord sourit. Ne voulant pas refuser sa bien-aimée, il hoche la tête en signe d'approbation, acceptant ainsi l'évolution des événements dans leur relation. Hochant la tête en signe d'approbation, la blonde semblait ravie. Elle ne s'attendait pas à un tel événement aujourd'hui, et encore moins à ce qu'il se termine de la meilleure façon possible pour elle, ce qui lui semblait étrange. Se levant de son siège, la belle prit la main de l'empereur dans sa paume, et ils se dirigèrent vers les portes du château. La discussion étant terminée, tout se déroulera exactement comme il l'avait décidé aujourd'hui, ici même dans le jardin. La jeune fille se considère comme tout à fait ordinaire. Pourtant, les autres semblent la détester, cherchant à survivre. Beaucoup disent qu'elle est somnambule et qu'elle aime tourmenter les gens, en se réveillant dans leur sommeil, sans ressentir quoi que ce soit. D'autres pensent qu'elle n'a aucun avenir
car elle est si imparfaite que personne ne veut l'épouser. Peut-être qu'un homme choisira une autre voie, mais s'il est avec Latia, il mourra. La jeune fille est considérée comme la plus grande méchante et la sorcière maléfique du siècle même, si elle ne l'est pas. Son entourage murmure constamment et craint de faire quoi que ce soit contre sa volonté. La haine semble parfois transcender toutes les frontières. Souvent, les gens ne veulent même pas comprendre comment tout cela se passe et pourquoi la blonde paraît étrange. Tout se résume à des coups et à des jets de nourriture avariés. Les gens pensaient que la meilleure solution était de tuer la sorcière, sans même comprendre ce qu'elle avait fait et de quoi elle n'était pas coupable. Le pouvoir des rumeurs est l'une des choses les plus terribles au monde. Il n'y avait pas une seule personne dans la foule qui aurait soudainement décidé de dire que la blonde était une bonne fille et qu'elle n'aurait jamais commis aucun des crimes cités. Personne n'aurait voulu l'écouter. Le plus souvent, il est impossible de laver une telle honte, même au fil des années. Mais pour le personnage principal, tout se passe exactement de cette façon, car les gens la considèrent comme ça, et rien ne peut changer leur opinion. Elle s'appelle Latia Gladelis. On sait qu'elle est venue d'un endroit inattendu, et maintenant la jeune fille espère seulement qu'un jour, elle obtiendra le pardon, ce qui lui permettra de laver son nom et de retrouver une apparence normale aux yeux de son entourage. Ses mains sont attachées dans le dos par des cordes serrées et épaisses, qui l'empêchent de bouger ou de tenter de s'échapper pour sauver sa vie. Aucune noble dans cet empire n'est moins scandaleuse que cette jeune femme. Plusieurs personnes sont debout sur la scène, agenouillées, les mains liées et la tête baissée. Autour d'elle, on n'entend que des cris stridents, tandis qu'elle est contrainte de demander pardon au seigneur Karchian. Elle a osé l'insulter, portant ainsi atteinte à son honneur et à son statut inviolable. Les larmes lui montent aux yeux, même si la blonde ne veut pas se montrer faible devant les autres. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait être celle qui demande pardon, même si elle n'a absolument rien fait. Fille aînée de la prestigieuse maison de Gladelis, elle est également une noble Latia. Ne comprend pas pourquoi elle devrait s'excuser alors que sa famille est traitée de manière aussi horrible. Aucun de ses proches ne méritait d'être exécuté. Ils ne méritaient même pas de se tenir là, déshonorés à montrer leur visage aux gens, juste pour être humiliés. Le regard mauvais se lève, même si la tête ne dépasse pas quelques centimètres. La Vierge sait exactement à qui incombe la faute. Elle n'a donc pas besoin d'y réfléchir plus de quelques minutes. Tout le problème, c'est cet homme qui semble être le diable en personne. Il s'agit de Claude Lomdizel. Duc, il prétend tout pouvoir, forçant ainsi les habitants de la ville à le croire sur parole. La famille est issue du domaine autoproclamé de Lomdizel. Cette situation paraît extrêmement ironique, car jusqu'à récemment, cette famille n'était qu'une lignée descendant d'un comte pauvre. Personne ne songeait jamais à un statut élevé, car chacun comprenait qu'il était hors de portée. Le comte laissa son fils unique au père de Latia, son vieil ami. Il prit la mer pour échapper à la faillite, mais personne ne savait qu'il reviendrait en héros, ouvrant la première route commerciale maritime par laquelle transiterait tout le trafic maritime. Il parvint même à éradiquer la piraterie, un problème qui pesait sur l'Empire depuis des siècles et qui plongeait tout le monde dans la peur. Il put en intégrer certains dans l'armée, renforçant ainsi la défense. À son retour, Claude fut reconnu par l'empereur, qui comprit que peu d'hommes avaient parcouru un si long chemin et accompli autant d'actes héroïques. Il reçut le titre de duc, s'assurant ainsi une vie sans souci. Les choses ont commencé à se dégrader lorsque le père de la jeune fille a commencé à croire que Lomdizel était mort en mer et a considéré son fils comme une horreur. Cette attitude s'est rapidement aggravée, condamnant ainsi l'avenir à mort. Le plus souvent, les humiliations étaient causées par des choses insignifiantes qui, en règle générale, n'auraient même pas dû être prises en compte dans ce cas précis. La nourriture volait toujours par terre, laissant derrière elle une grande quantité de saleté. Les accusations semblaient réelles, mais en même temps trop cruelles. L'homme hurlait qu'il lui avait coûté une fortune d'élever un tel individu, qui ne valait pas mieux qu'un insecte trouvé dans un jardin de la Russe. Il était compréhensible, disait-il, que des esclaves comme lui sachent rester à leur place. Quoi qu'il fasse, ce n'était pas suffisant. Latia essayait toujours de ne pas être trop dure avec le pauvre garçon, mais elle fit ce qu'elle pouvait. Elle se tenait près de sa mère et lui demandait s'il était vrai que personne ne le recueillerait, même s'il s'enfuyait. Maman hochait toujours la tête et disait que seule la maison de Gladelis pouvait s'occuper d'un tel monstre. De telles paroles bouleversaient visiblement le garçon, qui avait depuis longtemps perdu toute envie de faire quoi que ce soit à cause de l'influence constante qui pesait sur lui.
Tout se passa comme il se devait. Maintenant les gens criaient, réclamant que les criminels qui avaient blessé le fils du héros de l'Empire soient bien punis pour leurs crimes contre l'humanité. Chacun voulait une simple justice, rien de plus. La jeune fille regarde tristement le sol. Elle ne peut pas dire que ce n'est pas sa faute, car elle a l'impression de se laisser porter par le courant, et c'est pour cela qu'elle a offensé Karchian. Ce garçon avait trop souffert et ne pouvait pardonner à personne. Il va falloir maintenant obtenir ce que l'on mérite, car la punition semble bien réelle. Les chevaliers feront littéralement ce qu'on leur demande en quelques minutes et tout sera vite terminé. Quelqu'un dans la foule a crié que la famille s'était battue. Quelqu'un a prétendu qu'il se livrait à la traite des esclaves qui avait été interdite par Sa Majesté depuis longtemps. Et quelqu'un a simplement dit qu'ils étaient une famille d'hypocrites, qui ne pourraient jamais se laver de leur honte. La blonde essaya de ne pas pleurer, mais demanda doucement à sa mère ce qui allait leur arriver, ce à quoi elle reçut une réponse étrange, qui ne lui était même pas adressée. Selon la femme, Latia était responsable de tout. Elle notait chaque jour les batailles, et dans ce seul but, étudiait les mathématiques. La jeune fille était toujours la seule à offenser Karchian. De tels propos horrifient la belle, car elle-même avait décidé de piéger sa fille. Le père s'incline, affirmant que rien ne peut être réparé. On peut dire qu'elle a offensé le garçon, mais personne ne croira qu'une fillette de 10 ans se soit battue et ait tenu des registres profitant ainsi de tout cela. La dame rousse ne veut toujours pas se calmer. Après tout, ils ont un livre de comptes, ce qui permet d'en comprendre tous les détails et de procéder à un examen, permettant de déterminer l'auteur de l'écriture. L'écrit ne cesse pas tandis que la vérité éclate. Latia est une enfant illégitime, née d'on ne sait qui. Cette phrase vous glace, et les larmes coulent sur votre visage, avec une force renouvelée, redoublée, vous montrant clairement que tout va mal. La jeune fille tremble, cherchant à comprendre pourquoi cela lui arrive. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle était une enfant illégitime, et elle ignorait également que sa famille serait contre elle. Il semble que personne au monde ne puisse mériter une telle attitude. Essayant de se calmer pour pouvoir au moins dire quelque chose, la blonde demande à sa mère si elle plaisante. Elle ne peut pas être adoptée, car cela ressemble plutôt à une absurdité. Toute sa vie, on lui a répété le contraire. Mais maintenant, elles ont décidé de changer d'avis. La femme, tout sourire, refuse même d'écouter les arguments qui lui sont adressés. Pour elle, tout est clair, car la fille n'est qu'une gamine inutile qu'on a dû laisser vivre chez eux de force, ruinant ainsi sa vie. Serrant l'enfant rousse contre elle, la belle affirme qu'Helena est sa fille unique, ce qui signifie qu'elle est sincère. Elles sont toutes les deux effrayées, et personne ne sait comment les choses vont tourner. Se tournant vers Latia, la mère dit qu'elle n'a plus de mots pour expliquer la situation. La dame doit répondre de ses actes devant l'humanité. Les larmes coulent à nouveau de ses yeux, tandis que la blonde pousse un cri assourdissant. Elle a fait tout cela uniquement pour être appréciée, car la belle voulait au moins quelqu'un qui l'aime. Elle ne s'est jamais souciée de l'attitude de sa famille. La tirade est interrompue par un chevalier qui saisit violemment la tête de la jeune fille et la plaque contre le plancher, lui infligeant une douleur au front. Le coupable doit garder le silence et ne pas tenter de régler les choses en public. La douleur se propage de plus en plus dans tout mon corps. J'ai encore plus envie de fondre en larmes et que quelqu'un ait pitié de cette fille qui, semble-t-il, a eu ce qu'elle méritait malgré son jeune âge. Gladelyse a tout enduré pour sa famille, afin de trouver un sens à sa vie. Cependant, tout ce en quoi elle croyait s'est avéré être un mensonge, simplement dissimulé sous un voile. Personne ne s'est jamais soucié des sentiments des autres dans cette maison. On ne sait plus vraiment qui est Latia. Elle ne peut pas se considérer comme un membre de sa famille, car il s'est avéré que sa mère était une personne complètement différente, incompréhensible, qui n'a même pas été à ses côtés pendant les 10 années de sa vie. La tête lui fait si mal qu'on a l'impression que tout va bientôt s'arrêter après l'explosion. La force exercée sur elle procure à l'homme une joie immense, tandis que le prisonnier, au contraire, ressent une douleur intense. Des souvenirs de la jeune fille, passant du temps avec sa sœur et profitant simplement de la vie, commencèrent à lui revenir à l'esprit. C'est ce que l'on entend par « une vie entière défilant devant nos yeux en un instant ». Les souvenirs ne s'arrêtèrent pas à la naissance de l'enfant. Devant mes yeux apparut une femme aux cheveux noirs, assise sur une chaise devant plusieurs écrans, affichant des graphiques. En regardant au loin, on dirait quelqu'un de familier, car ses traits du visage ressemblent quelque peu aux siens. La brune ramasse un objet sur la table, puis le prenant dans ses mains, baisse le regard.
Fronçant le nez, la jeune fille tente de comprendre pourquoi son nom est inscrit là. La toute première page parlait de Latia Gladélise, une méchante qui avait fait du tort à Karchian et fut exécutée pour tous ses crimes. Elle n'a pas demandé grâce, mais a simplement accepté son sort avec l'honneur qu'elle n'avait pas. Les pensées s'emballent dans sa tête. Ce n'est pas seulement un livre, car maintenant les souvenirs deviennent plus clairs. Auparavant, la brune avait vécu une autre vie, mais un livre a tout changé dans ce monde. Étant quelqu'un d'autre, la jeune fille a lu le nom de Latia dans le livre. Elle renaît sous les traits de la blonde, qui aurait dû être exécutée pour tout ce qu'elle avait fait pendant une longue période, même si elle n'avait réussi à vivre que 10 ans dans ce corps. Ces pensées me hantent, même si tout sera bientôt terminé. C'est étrange que les choses se soient passées ainsi. Et maintenant, la vie paraît vraiment étrange quand on y pense de cette façon. Les larmes lui montent aux yeux. Pour une raison inconnue, les souvenirs de la dame ne lui sont revenus qu'avant sa mort. On ne comprend pas pourquoi cela ne s'est pas produit plus tôt, car selon toutes les lois de la logique, cela n'aurait pas dû arriver maintenant. Il faut trouver une solution. La dame a été abandonnée par ceux qu'elle considérait comme sa famille. Elle refuse d'admettre son échec, mais ils se sont détournés d'elle, ne jugeant pas nécessaire de prendre soin de sa fille. Les servantes du domaine se moquaient également d'elle, ne la considérant pas comme leur maîtresse. Il est assez triste de réaliser que de tels souvenirs terribles seront les derniers dans la tête, qui très bientôt n'appartiendront plus au corps gisant quelque part sur le côté. Les pensées sont interrompues par le cri de l'empereur provenant de la tribune. La famille et les serviteurs présents restent silencieux, tandis que l'homme ordonne que l'exécution commence immédiatement afin de ne pas perdre de temps en excuses étranges. Il s'avéra que la vie de la jeune fille avait été suspendue à un fil pourri pendant tout ce temps. Ces personnes qui entouraient de la belle n'étaient autres que sa propre mère et son propre père. Ils étaient le maillon faible et corrompu de leur famille. La blonde s'avéra être celle qui agissait en premier et réfléchissait ensuite. C'est elle qui mena le harcèlement de Karchian, qui espérait que tout cela cesserait bientôt, car il était devenu depuis incroyablement fort, tant moralement que physiquement. Tout était fait pour attirer l'attention, ce qui ruina tout l'avenir de la belle. C'est elle qui organisait et calculait tout ce dont sa famille ignoble avait besoin. Les mains toujours liées, il lui serait impossible d'essuyer ses larmes, même s'il le voulait. La tête s'incline encore plus bas, annonçant ce qui va se passer. Le bourreau est prêt à frapper et à le faire encore, et encore, sans épargner personne. Si la jeune fille avait tout su avant de mourir, sa vie aurait probablement été complètement différente, et tout aurait tourné différemment. Personne ne lui avait dit quoi faire. Mais si au moins quelqu'un lui avait dit qu'elle avait tort, elle aurait réussi à survivre et à ne pas mourir. Des souvenirs lui traversent l'esprit. On appelle Gladélise, et elle se retourne distraite par ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ces quelques secondes semblent durer une éternité. Ne comprenant pas ce qui se passe, la jeune fille essaie de trouver avec ses yeux celui qui fait des bruits de sanglots et qui prononce ces mots essayant de faire arrêter la dame. La femme de chambre, qui semblait être la seule à bien traiter la blonde, accourt et tombe à genoux, toujours en larmes. Elle la supplie d'arrêter et de ne plus faire de mal à personne. Suzanne dit des mots touchants. La femme sait que la jeune fille n'est pas du tout comme ça. L'amour qu'elle essaie de susciter pour ses bêtises n'est pas sincère. La famille ne veut pas se salir les mains, alors elle fait faire à Latia toutes les choses inutiles. Cela me rappelle ce qui s'est passé plus tôt. La dame lui disait d'arrêter d'être aussi cruelle et lui suggérait de s'enfuir avec elle, pour que Karchian ne souffre pas trop. La liberté semblait être à portée de main, mais la jeune fille brisa le cœur de la brune, en lui disant qu'elle ne s'enfuirait jamais avec une nounou qui ne savait même rien de la vie. Les conséquences irréversibles sont souvent trop douloureuses. C'est précisément ce qu'a fait la blonde, se privant ainsi d'une vie normale et de tout choix d'avenir, avec l'intention de mourir à l'âge de 10 ans. Le garçon aux cheveux noirs se lève et reste silencieux, essayant de ne pas faire de bruits inutiles pour ne pas attirer l'attention sur lui, ainsi que la colère qui tomberait immédiatement sur lui. Il porte la main à son cou et regarde la jeune fille d'un air hostile, toujours à quelques pas de lui. Il semble ne pas apprécier tout ce qui se passe, même s'il aimerait que la beauté change pour le meilleur. Son cœur se serre, tandis qu'elle tente de comprendre pourquoi Karchian la regarde si étrangement. On dirait que ce type est là, et ce ne sont plus des souvenirs dont elle aimerait se débarrasser, pour ne pas ressentir encore plus de haine envers elle-même. La belle se fige et recule. Elle n'arrive pas à croire ce qui se passe, mais il semble que tout cela soit vrai.
Elle est revenue dans le passé et va maintenant pouvoir changer quelque chose dans sa vie pour le meilleur. Karchian, qui il y a une seconde, était avec son illustre père, était à nouveau le petit garçon qui était victime d'intimidation de la famille Gladelies. Ses yeux tristes, alors qu'il essayait de regarder ses chaussures. Latea tente de digérer toutes les informations qu'elle a réussi à extraire ces dernières minutes. Tout cela ressemble à une blague, car quelqu'un a décidé de se donner une seconde chance, sauvant ainsi sa vie et sa tête. La compréhension telle une vague immense où un tsunami masque la beauté. Elle court vers le miroir qui se trouve dans la bibliothèque où elle se trouve avec le garçon. Debout à côté d'elle, regardant son reflet. L'héroïne se fige, essayant de se retenir de crier d'une voix qui n'est pas la sienne. Elle est devenue adolescente et a beaucoup rajeuni. Un tel corps est un peu inhabituel, même si tout était exactement pareil avant. J'aimerais me réjouir. Mais en même temps, toutes les informations reçues semblent trop complexes pour une petite tête. La Vierge a non seulement réussi à renaître, mais aussi à remonter le temps dans un nouveau corps, s'offrant ainsi de nombreuses nouvelles opportunités. Suzanne, toujours immobile, agenouillée, et les mains jointes dans un geste suppliant, attire l'attention. Elle veut que sa maîtresse prenne conscience de toutes ses erreurs, ignorant qu'elle a déjà vu comment tout cela pourrait finir si elle ne s'arrête pas maintenant. Se tournant vers la femme de chambre, la jeune fille se souvient d'un détail intéressant et incontournable. La femme de chambre en chef a été licenciée il y a 3 ans, mais il est extrêmement difficile de se souvenir précisément de la raison. Le fils du comte, qui avait débarrassé la mer des pirates, allait attirer beaucoup d'attention. Aussi la famille se montra-t-elle bienveillante envers Karchian. Le marquis Albus utilisa les comptes du seigneur à son avantage, espérant qu'il ne reviendrait jamais. Au début, tout allait bien, mais une fois l'intérêt du public retombé, le garçon n'était plus qu'un fardeau. Les comptes commençaient à se vider, signifiant que le spectacle touchait à sa fin lentement, mais sûrement. C'est Suzanne qui a essayé de protéger le garçon des attaques du comte, le sauvant ainsi des coups. Mais sa mère l'a ensuite expulsé à cause de l'hypocrisie, qui consistait en fait en autre chose. La jeune fille réalise à nouveau. En construisant une échelle d'événements, elle commence peu à peu à prendre conscience du temps dont elle dispose, et à savoir comment l'utiliser pour éviter de tomber dans le piège. La brune est toujours là, et elle va parfaitement bien. Elle se précipite à la défense du garçon, comme si tout était revenu à la normale. Tout cela ne signifie qu'une chose. Il reste encore au moins 3 ans avant la mort de la blonde, et peut-être même plus. Serrant le poing, l'héroïne comprend que c'est sa chance qu'elle doit absolument saisir, en veillant à ne pas être affectée. La jeune fille se retrouve plongée dans un livre qu'elle a découvert et commencé à lire dans une vie antérieure, alors qu'elle est une personne complètement différente. Elle aspire au bonheur, mais pour l'instant, elle n'est pas en mesure de changer les événements. Si elle essaie, Latia parviendra à survivre car elle ne sera pas considérée comme l'ennemi public numéro 1 et la personne qui a abusé du fils du héros. Le grincement de la poignée de la porte d'entrée me perturbe. Ça vient de très près, et c'est à cause du type qui a probablement tenté de profiter de la situation pour filer discrètement avant de recevoir un nouveau coup à la tête. La jeune fille se précipite vers le jeune homme et lui tend la main, comme pour tenter d'immobiliser la silhouette en apesanteur. Elle s'excuse et lui demande de ne pas partir. Mais ses paroles sont très basses et hésitantes, ce qui laisse entendre qu'il n'a rien entendu. La réaction brutale le laisse stupéfait. Le brun se retourne et repousse d'une main son compagnon, qui semble ne rien comprendre. Il a déjà une image très effrayante de ce qui se passe, et on ne peut donc pas lui en vouloir. Sans vouloir faire quoi que ce soit, le garçon se retourne, et les yeux pétillants de larmes, dit que la fille peut dire ce qu'elle veut. Mais il lui interdit de s'approcher à moins d'1 mètre, ou de le toucher même avec un doigt. Figée, la blonde tente de reprendre ses esprits. Sa main est légèrement rouge, suite au coup totalement accidentel. Elle veut s'expliquer, mais rassembler des mots pour former au moins quelques phrases devient une tâche difficile. Fronçant les sourcils, l'héroïne conclut qu'elle ne peut rien dire contre cela. Il est tout à fait naturel qu'elle réagisse ainsi, compte tenu de tout ce qu'elle a fait ces 6 derniers mois, voire 7 ans. Essayant de cacher sa nervosité, la blonde cherche les mots justes pour s'expliquer. Elle ne veut pas être considérée comme un monstre, mais après tout ce qui s'est passé, elle ne peut tout simplement pas faire quelque chose d'étrange, soudainement. La tête baissée, la petite fille serre les poings, implorant pardon, du plus profond de son cœur. La décision est prise depuis longtemps,
et il devient clair qu'il ne lui reste plus qu'à essayer de changer de vie. Cette fois, la belle ne commettra pas ses erreurs passées et sa vie sera complètement différente. Le brun se tient là, clignant simplement des yeux. Il digère l'information qui l'a visiblement choqué, puis pose à nouveau la question à voix basse, essayant de comprendre si c'était vrai ou s'ils avaient décidé de se moquer de lui une fois de plus. La tête basse, la blonde dit qu'elle regrette profondément de l'avoir adoré tout ce temps. Avant de pouvoir percevoir l'essence de sa famille, elle pensait faire le bon choix et mériter ainsi plus d'amour et de respect de la part de son père et de sa mère. Maintenant, elle comprend qu'elle a agi stupidement. Elle ne veut plus faire de mal à personne, ce qui rendrait son entourage encore plus malheureux. D'autant plus qu'un homme comme Karshian ne méritait certainement pas ça. C'est un brave type, et c'est plutôt un test. J'ai envie de pleurer à nouveau, car la blonde comprend parfaitement qu'elle n'a aucune excuse. De tels actes sont généralement commis en toute conscience, et même si la jeune fille a maintenant changé d'avis, cela ne signifie probablement rien pour lui. Maintenant, levant les yeux vers son interlocuteur, la jeune fille exprime à nouveau son profond regret. Elle a même envie de s'agenouiller pour implorer son pardon, car tout ce qui s'est passé résonne comme un terrible écho au fond de sa mémoire, lui faisant un bruit sourd dans la tête. Son regard va et vient. Latia déteste son passé, car tout ce qui est arrivé est dû à elle. Le garçon pense probablement qu'elle cherche juste des excuses, mais tout ce qu'elle dit vient du cœur. Le garçon n'avait visiblement pas de mots pour décrire ses émotions à ce moment-là. Il n'aurait jamais pu s'attendre à une telle tournure des événements, après tout ce qui s'était passé, car la fille semblait incapable de s'arrêter. Le silence ne dure que quelques minutes. Le regard de la belle, s'arrêtant sur la joue du jeune homme, qui reste muet. Lui saisissant les joues, la blonde examine la blessure avec surprise. Il tente de demander ce que fait l'héroïne, tandis que ses pensées sont emportées quelque part très loin. Il semble que la version précédente de ce bébé était folle, car de telles blessures paraissent terribles, surtout pour un garçon de moins de 10 ans. Décidant de ne pas perdre une seconde de plus, Gladelyse se tourne vers Suzanne et lui demande d'apporter la pommade. La femme ne comprend pas pourquoi tout a changé si vite, mais elle n'a pas le droit de refuser. Alors elle hoche rapidement la tête avant de partir. Quelqu'un entre dans la pièce en faisant claquer ses talons. Une voix féminine demande à la dame ce qu'elle a dit, car il était impossible d'entendre une telle chose de la bouche de Latia. La jeune fille n'était autre que Betty. Grande, elle avait un caractère exécrable et de beaux cheveux qui compensaient tous ses défauts. Son expression trahissait clairement son malheur. Souriante, la belle se tourne vers la servante, essayant de faire comme si tout était en ordre. Elle devrait vite trouver une excuse ou dire toute la vérité, afin de ne pas se tourmenter davantage la conscience. Betty a servi la jeune fille lorsque Suzanne a été expulsée du domaine. Tout a basculé et avec le temps, elles sont devenues meilleures amies et ont toujours été ensemble. Le tableau semblait parfait, mais tout cela n'est arrivé qu'à cause du harcèlement de Karshian, leur cible commune. Je ne veux pas m'en souvenir. Mais maintenant revenue dans le passé, l'héroïne était ravie de revoir son amie, qui ne partageait visiblement pas ses pensées. La servante demande pourquoi la maîtresse se comporte si bizarrement. Car elles n'ont pas de pommade supplémentaire pour un parasite dans la maison? Je l'ai, la jeune fille tente de retenir ses larmes, qui n'ont pas pu couler si facilement à cause d'une insulte. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille réalise tout ce qui s'est passé plus tôt. Betty était souvent impolie envers Latia, même si elles étaient très proches. Elle essayait de le cacher, mais l'essentiel ressortait lorsqu'elle insultait l'enfant pour la moindre erreur. D'autres pensées me viennent à l'esprit. Cette dame était toujours si arrogante, mais auparavant, grâce à son âge et à son attitude optimiste, l'héroïne ne remarquait aucune erreur et s'efforçait toujours de rester positive face à la situation. La colère monte dans l'esprit de la jeune fille, lorsqu'elle réalise que son amie savait probablement qu'elle était une enfant illégitime. C'est pourquoi elle n'a pas pu se rapprocher de sa famille, ce qui lui a causé beaucoup de souffrance. Une activité commence dans la tête, aidant à assembler toutes les énigmes pour en faire une seule. Si Betty le savait, alors tout le monde le savait aussi. Tout devint clair, car c'était la raison pour laquelle tous les domestiques traitaient Gladelyse si mal. Elle n'était personne dans cette maison, et chacun jugea nécessaire de l'humilier aussi discrètement, mais pas aussi cruellement que Karshiana. Suzanne s'avance, tirant la jeune fille de ses pensées. Elle se défend outrée par un tel comportement, car une servante ne devrait pas oser parler ainsi à sa maîtresse. Elle devrait s'excuser immédiatement pour que la situation n'empire pas. Des larmes de joie mêlées de honte montent aux yeux de l'enfant.
Ce qui se passe semble à la fois très doux et courageux, car tout le monde ne voudrait pas la défendre. Suzanne était toujours aux côtés de Latia et n'essayait pas de la maltraiter, ni de se moquer d'elle, même si elle connaissait probablement toute la vérité. Ce n'était pas impossible. Betty tente de se justifier en levant les mains, l'air plutôt pathétique. Les plantes médicinales, à partir desquelles la pommade est préparée, sont très rares. Elles ne suffiront pas si vous les dépensez pour tout le monde, d'autant plus que cela vous coûtera cher plus tard. Les mots semblent presque convaincants, mais l'héroïne est retournée dans le passé. Elle se souvient encore de l'émotion de l'exécution et de la peur qu'elle a ressentie. Si rien n'est fait, le même sort l'attend terrible. Serrant le poing, la blonde réfléchit à sa réponse. Son visage exprime sa détermination, car elle ne compte pas répéter les erreurs qui ont conduit à cette terrible situation. Du coin de l'œil, la jeune fille regarde Karchian, qui semble à la fois effrayée et en colère. Elle doit avant tout montrer à son amie qu'elle est de son côté, sinon rien ne fonctionnera même après des excuses. En s'approchant de la servante, la jeune fille se tourne vers elle et lui demande si elle pense vraiment que l'héroïne ne sait rien des herbes médicinales puisqu'elle ne les a jamais vues de sa vie. La demoiselle est la fille aînée de la maison Gladelise. Elle sait donc naturellement combien coûtent les herbes. Elle n'en sait pas plus que la dame qui dirige les lieux. Betty n'ose pas faire la morale dans sa position. La meilleure solution serait donc de garder le silence. Être impoli n'est pas une habitude à prendre avec le futur protecteur du domaine, et cela sera donc puni. Les bras croisés sur la poitrine, la fille semblait d'humeur plutôt belliqueuse. Elle pourrait donner son « ami » en pâture au chien sauvage. Alors il vaut mieux réfléchir avant d'ouvrir la bouche et d'essayer de donner des leçons à quelqu'un sans qu'on lui ait demandé. Un peu effrayée, Betty demande à nouveau si c'est vrai, mais la colère se lit alors sur son visage. Elle ne croit pas ce qui a été dit, même si c'est vrai. Souriant en retour, avec le même sourire étrange, plein de mépris, la jeune fille comprend que son amie pense probablement qu'un enfant illégitime n'a pas un tel pouvoir. Mais elle doit avoir oublié que la famille essaie de maintenir une image de gentillesse et d'attention. S'approchant de la commode, Latia poursuit son récit. Si la servante l'ignorait, sachez que la maîtresse possède ici de nombreux bijoux qui pourraient en servir à quelque chose de nécessaire et d'important. Sortant le collier, la blonde dit que beaucoup n'hésiteraient probablement pas à se débarrasser de la servante, en échange d'au moins l'un d'eux. Leur prix est assez élevé, ce qui signifie que le corps de la servante ne sera jamais retrouvé. Toujours sans cacher son bijou, la belle, baissant la voix d'un demi-ton, répète une fois de plus qu'il faut surveiller son langage, sinon tout finira trop mal. C'était le dernier avertissement avant d'agir. Tombant à genoux, Betty essaie de faire semblant de vouloir s'excuser, mais en même temps, elle ne veut en aucun cas se démarquer et dire un seul mot pour sa défense, car elle n'a rien à dire. Souriante et visiblement ravie, la blonde constate que son amie est désormais à sa place, même si elle ne veut pas l'admettre. Se détendant un peu, la maîtresse assure à Betty qu'il est préférable pour elle d'être dans cette position à chaque fois qu'elle voit Gladelise. Sinon la prochaine fois, tout sera bien pire. Se penchant encore plus, la fille accepte tranquillement et hoche la tête, confirmant qu'elle comprend tout ce qui signifie qu'aucune autre explication ne sera nécessaire dans tous les cas. La jeune fille est libérée, car elle n'est plus nécessaire dans cette pièce. Quelques secondes plus tard, la porte de la pièce claque bruyamment, exprimant le mécontentement de celle qui vient de partir. Se tournant à nouveau vers Suzanne, pour ne pas perdre autant de temps précieux, la fille lui demande d'apporter la pommade, tandis que Karchian regarde autour d'elle avec surprise, essayant de comprendre si c'est vrai ou juste un bon rêve. Au bout d'un moment, la belle reçoit une pommade dans un joli pot. S'approchant un peu plus du garçon, elle tente de lui en offrir un pour soulager la douleur, après les coups qu'il a reçus sur tout le corps. L'expression maléfique de son visage arrête Latia. La brune recule de quelques pas et demande à la jeune fille ce dont elle avait besoin, et ce qu'elle avait en tête cette fois-ci, car une telle gentillesse ne pouvait certainement pas être juste pour montrer son bon côté. Avec un sourire anormal, il dit soudain qu'il comprend pourquoi elle a besoin de tout cela. Elle a simplement décidé d'avoir pitié de ce pauvre homme qui n'a nulle part où aller. Alors, elle a décidé de faire ce pas. Pour ne pas effrayer le garçon, l'héroïne se contente de dire à voix basse qu'elle ne se comportera plus ainsi et demande donc pardon. Un « quoi » discret est tout ce que parvient à dire son interlocuteur, qui ne parvient toujours pas à reprendre ses esprits. Inclinant la tête, montrant son humilité, la blonde assure qu'à partir d'aujourd'hui et à partir de ce moment,
elle n'osera plus offenser son nouvel ami et ne lui fera plus de mal. Le silence dans la pièce est assourdissant. Deux silhouettes se tiennent à 1 mètre l'une de l'autre, chacune essayant de croire ce qui se passe et de faire comme si tout était normal, même dans cette situation. Difficile de croire que la fille pense vraiment comme ça. La brune demande à nouveau, espérant que ce n'est pas une autre blague stupide qui lui fera regretter tout ce qu'il a fait dans sa vie. Terminant sa phrase, le jeune homme dit qu'elle ne peut pas espérer qu'il soit assez stupide pour la croire, après tout ce qu'elle a fait pendant tout ce temps, lui montrant sa cruauté au quotidien. Se retournant pour s'éloigner, ou mieux encore quitter la pièce, la brune déclare qu'on ne devrait même pas lui faire confiance. La blonde tente de l'en empêcher, le suppliant de faire une telle chose une seule fois, et après cela, rien ne se passera. Ne sachant plus quoi dire pour convaincre le gars, l'héroïne dit soudain qu'il aurait dû remarquer que personne ici ne la considère comme faisant partie de la famille, et donc tout le monde la traite comme son âme le désire, presque avec des coups comme dans son casse. En baissant la tête, la dame admet qu'elle s'est trompée tout ce temps, ce qui provoque un soupir chez Suzanne qui n'arrive pas à y croire. La jeune fille pensait qu'elle serait remarquée si elle offensait Karchian, car elle avait besoin d'amour, un besoin qu'elle ne pourrait jamais obtenir. Cependant, la famille resta heureuse avec eux, 3 profitant de la compagnie de chacun. Comme l'a dit la servante en chef, l'amour que reçoit Latia n'est pas sincère. Personne ne veut prendre soin de la belle, car tout cela n'est qu'un simulacre de leur part. Suzanne baisse la tête, réalisant qu'elle a peut-être fait une erreur, tout en se réjouissant tranquillement que la dame ait finalement réussi à réaliser ses erreurs, avant qu'il ne soit trop tard. La jeune fille demande à Karchian de prendre la pommade, mais un cri interrompt soudain la conversation. Le brun hurle qu'il se fiche de ce que la jeune fille veut dire, car il n'a plus la force de le faire. Se retournant vers la porte, le garçon dit que peu lui importe ce qu'il doit faire. Même si la dame s'agenouillait devant lui et implorait son pardon, il n'accepterait jamais, ne serait-ce qu'un médicament de ses mains. La porte claque avec un bruit terrible. Cette image les fait tous deux détourner le regard, incertains de la marche à suivre. Il semble que le chemin du pardon sera bien plus difficile que prévu. Leur seule force est d'expirer en silence. Les mots prononcés récemment résonnent dans sa tête, même s'il a l'impression que plusieurs heures se sont écoulées. Il ne sait plus quoi faire maintenant, car le garçon refuse de croire aux bonnes intentions. Une bonne idée surgit. Peut-être que tu peux te cogner la tête contre le sol et que tout rentrera dans l'ordre si tu le fais au moins quelques fois. De côté, Suzanne tente d'interpeller sa maîtresse pour attirer son attention. Le lendemain matin est arrivé et il semble très épuisant. Mon estomac émet des bruits étranges, ressemblant davantage au gargouillement d'une baleine. La main se serre en poing, puis de toutes ses forces, elle appuie sur l'oreiller qui repose sur le lit, comme si de rien n'était, ne s'attendant pas à ce que toute la colère se déverse sur lui. Continuant à faire des mouvements de boxe, la belle essaie de comprendre pourquoi elle devrait suivre un régime, car elle n'a que 7 ans. Alors qu'elle était dans le jardin le matin, la jeune fille, comme d'habitude, s'apprêtait à aller prendre son petit déjeuner, mais elle fut interrompue par une voix féminine qui disait que Latia avait pris du poids, provoquant ainsi une stupeur sur son visage. La mère, agitant son éventail, dit que le bébé ne sera pas apprécié des jeunes seigneurs si elle est grosse. Aujourd'hui, elle reste sans manger de toute la journée. Le regard de Betty semble encore plus en colère, car elle semble se réjouir de tels échecs dans la vie de Gladelise, qui lui ont fait du mal et l'ont remise à sa place hier. Maintenant, après ce qui s'est passé, la fille se souvint de la façon dont sa mère la punissait, la laissant ainsi sans nourriture. Betty avait tout organisé, et il n'y avait aucun doute là-dessus. La dame était le bras droit de la jeune femme, et par conséquent, elle rapportait tous ses faits et gestes. La mère avait probablement déjà découvert que la blonde s'était rangée du côté de Karchian après tout ce qui s'était passé, donc cela la dérangeait. Se rasseyant sur le lit et laissant ses bras se détendre, la blonde tenta de se rappeler comment les choses étaient autrefois. Impossible, cependant, de ne pas remarquer que la femme avait toujours été radine, ce qui semblait à sa jeune fille. La nourriture et les desserts étaient une évidence. On aurait dit que tout le monde voulait culpabiliser la jeune fille d'avoir mangé quoi que ce soit, ou même d'avoir vécu dans la maison. La femme offrait toujours des bijoux coûteux à Elena, et non à son autre fille, même si elle était très jeune, et ne comprenait pas la véritable valeur de ces cadeaux uniques. Tout allait de mal en pis, et la jeune fille elle-même ne s'en rendait pas compte. La conversation portait sur les vêtements, car lorsque Latia demandait pourquoi elle ne pouvait pas s'acheter de nouveaux vêtements, et ne portait que ceux qui n'aimaient pas, Elena, elle ne recevait aucune réponse. En caressant soigneusement ses cheveux blonds,
La mère dit que la dame était plus âgée et qu'elle pouvait donc laisser sa sœur faire ce qu'elle voulait. Incapable de refuser, se piégeant ainsi, la jeune fille acceptait toujours, disant qu'elle était une bonne sœur pour avoir agi de cette façon. La dame faisait croire à l'héroïne que tout cela était évident et normal, prétendant que tout allait bien. Il n'y avait alors aucune règle dans sa tête, et la vérité était dissimulée sous une épaisse couche de mensonges, ce qui était considéré comme la norme dans cette maison. Posant ses pieds nus sur le sol en pierre, la jeune fille tente de chasser les souvenirs désagréables qui serraient son âme et son cœur restant dans le désir de s'échapper. Il est désormais crucial de gagner la confiance de Karchian, et tout ira mieux la préservant ainsi de l'avenir. Cependant, elle doit d'abord réfléchir à la façon dont elle survivra dans cette maison horrible où tout le monde la déteste. En posant sa main sur la vitre, la belle chasse les mauvaises pensées. Il est nécessaire de se concentrer pour retrouver un souvenir d'une vie passée. De là seuls quelques fragments rapides ont été montrés. Sans cette connaissance, tout sera fini, car ce n'est qu'en comprenant toutes les sens que la beauté pourra comprendre comment survivre et s'aider dans ce monde difficile. Appuyée légèrement contre le mur en bois, près de l'immense fenêtre, Latia se rend compte que son estomac commence à gargouiller encore plus fort. Elle se demande quand Suzanne, qui avait promis d'apporter à manger, viendra. Comme si elle lisait dans les pensées du personnage principal, la servante frappe à la porte. Se levant aussitôt, la blonde comprend, sans qu'on lui demande qui est venu. La porte s'ouvre et une brune apparaît sur le seuil, tenant un plateau avec divers plats. Elle annonce qu'elle a enfin apporté le petit déjeuner, ce qui signifie que la faim ne sera plus au rendez-vous. En posant le repas sur la table, la jeune fille dit que le chef lui a donné son déjeuner et qu'il n'y a donc plus besoin d'attendre. L'homme s'est révélé extrêmement sympathique. Changeant de sujet, la servante sourit et dit que sa maîtresse est probablement affamée, ce qui signifie qu'elle peut commencer à manger. Suzanne n'a probablement pas mangé de la journée non plus, mais elle a décidé de sacrifier sa nourriture. Le regard se baisse, tandis que dans la tête, il y a une sorte de lutte pour savoir quoi faire, car l'enfant était extrêmement bien élevé. Saisissant le petit pain, l'héroïne le divise soigneusement en 2 parties, disant que la servante a probablement faim aussi, ce qui signifie qu'elles peuvent partager la nourriture entre elles deux. La brune se fige, n'osant pas dire un mot, et rougissant. Touchée par un geste aussi simple, elle ne peut que deviner à quel genre de fille elle a pensé tout ce temps. Inclinant la tête en signe de gratitude et acceptant le repas de ses mains, la femme parle de la compassion et de la gentillesse de la jeune fille envers les autres. Soudain, une phrase étrange jaillit affirmant que, comme toujours, ce sont les adultes qui ont fait tout cela qui sont responsables. Ne comprenant pas ce qui se dit, la blonde pose à nouveau la question, cherchant à découvrir la vérité. La brune porte la main à sa bouche et s'excuse, car ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. À vrai dire, elle n'aime pas les ragots en cuisine, mais elle a entendu parler plus d'une fois des conversations des autres domestiques. Beaucoup pensent que la jeune femme est hypocrite dans ses relations et envers les autres. Ne comprenant pas ce qui lui est dit, elle tente de clarifier si c'est vrai ou non. La servante, perdue dans ses pensées, dit qu'un ordre a été donné pour que M. Karchian meure également de faim. Ce n'est que si quelqu'un d'autre souffre aussi que l'héroïne pourra apprendre sa leçon. La jeune fille s'arrête la cuillère à mi-chemin et pose à nouveau la question, essayant de clarifier, et de savoir si c'est vrai, car tout ne semble plus réel. Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Aujourd'hui, le garçon meurt de faim, parce que Latia ne l'a pas maltraité et a même tenté de le défendre. Cela inquiète certainement son interlocuteur, car personne ne mérite un tel traitement. Regardant le sol, la fille se demande quoi faire. Tout semble trop compliqué, car même si elle ne harcèle pas le garçon, elle sera indirectement impliquée dans toutes ces saletés. La belle pensait pouvoir apaiser ses souffrances, mais rien n'a changé. D'une certaine manière, la situation n'a fait qu'empirer, même si la jeune fille n'a pas levé la main sur lui. Décidant de cet acte très important, la blonde exprime le désir de porter tout cela à Karchian, provoquant ainsi des sentiments mitigés chez la femme de chambre, qui demande à nouveau, espérant avoir tout entendu correctement. Latia soulève le plateau dans ses mains, disant qu'elle n'a toujours pas touché au pain et à la soupe, ce qui signifie que cette nourriture pourrait être donnée au garçon, qui est probablement encore plus mal loti qu'elle. L'air à nouveau très touché, la femme de chambre voulut dire quelque chose, mais fut interrompue par une voix enjouée qui lui suggéra d'aller dans sa chambre. L'homme était encore éveillé, ce qui signifiait que c'était possible immédiatement. Rayonnante de joie, la brune assure que le jeune homme n'est toujours pas allé se coucher, car tout récemment, elle a vu une lumière dans sa chambre,
ce qui lui a fait comprendre qu'il était encore occupé à quelque chose. Se sentant un peu gênée, se souvenant de la réaction qui s'est produite la dernière fois, la fille dit qu'il devrait prendre autre chose avec eux. En lui rappelant la pommade, Latia confirme la supposition de la brune qui hoche la tête, car la dernière fois tout s'est mal passé, et maintenant elle doit le refaire, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. En sortant dans le couloir, le couple se dirige vers la chambre située à un autre étage. Il vaut mieux y arriver au plus vite et passer inaperçu. Sinon la situation sera encore pire. Des pas lourds se font entendre dans un autre couloir, qui appartient probablement au majordome, qui était la personne même choisie pour faire la tournée d'aujourd'hui. Se retournant rapidement, les filles se cachent derrière l'une des colonnes pour rester invisibles. Tout semble sérieux, mais se sentant enfantine, la blonde songe à quel point ce serait amusant de jouer les espionnes. Regardant par le coin et plissant légèrement les yeux, la fille cherche où aller. La chambre de Karshian était autrefois au même étage que celle de l'héroïne dans le coin, mais tout le monde a décidé de changer cela. Il fut déplacé au premier étage, dans la salle de stockage, où le couple se dirigeait maintenant, tout en accélérant le pas, se mettant presque à courir, afin d'avoir le temps de tout faire. S'arrêtant à la porte, les deux dames tentent de reprendre leur souffle expirant et aspirant. Elles courent presque tout le long du chemin, et surtout à la fin, car quelqu'un pourrait les rattraper. La porte était complètement barricadée, même si l'accès était ouvert, mais c'était peut-être parce que le garçon se sentait prisonnier. En écoutant les bruits, la fillette expire tellement soulagée qu'il soit encore éveillé. Il n'arrivait probablement pas à s'endormir, l'estomac vide. Alors il a abandonné cette idée. Levant prudemment la main, la belle frappe discrètement à quelques reprises, essayant de ne pas trop attirer l'attention. Les gardes de nuit étaient des gens trop incompréhensibles et agressifs au service de cette famille. Baissant la main, l'héroïne déclare qu'il s'agit de Latia, sans préciser la raison de sa venue. Le couple attend que la porte s'ouvre, mais même après plusieurs minutes, aucun bruit ne se fait entendre derrière la porte. Essayant de trouver une excuse pour ne pas se décevoir, la blonde pense que le gars dort simplement avec les lumières allumées, et c'est pourquoi personne ne leur a répondu jusqu'à présent. N'espérant plus rien faire, Gladelise décide de simplement vérifier, en collant son oreille au volet de chêne, sans comprendre si elle l'imagine, ou s'il règne vraiment un silence complet. Après un moment de silence complet, des paroles peu agréables se font entendre. Une voix fatiguée lui demande de s'éloigner et de le laisser tranquille. Reculant de quelques pas, la blonde ne comprend pas où est le problème. Elle ne veut pas bouger, mais ces mots font battre son cœur à tout rompre. Le sommeil ne vient pas, mais quelques fragments sont coupés à mi-chemin. Le garçon s'allonge sur le lit et, se rétrécissant, tente de se débarrasser des cauchemars qui le hantent désormais sans cesse. Le comte, qui semblait être le plus fervent ennemi du fils de son ami, cria à sa stupidité. Il affirma que le père du garçon était mort depuis longtemps en fuite, ce qui signifiait que personne ne se souciait de lui. S'arrêtant près du garçon, la voix tente toujours avec insistance de reprendre conscience. Puisqu'il n'est plus là, cela signifie que personne ne peut s'occuper de lui. Le jeune homme n'est donc plus un seigneur, et il faut l'accepter. Maintenant tout a changé, et la brune devra gagner sa vie à la machine, et cela continuera presque tout le temps, quelles que soient les circonstances. Se bouchant les oreilles, comme pour fuir la réalité, le garçon se disait que ce n'était pas vrai, que son père était encore en vie. Il savait que tôt ou tard, il reviendrait et l'emmènerait avec lui. Ses yeux s'ouvrent lorsqu'une voix familière apparaît dans sa tête, l'appelant par son nom, essayant de le sortir du cauchemar, et au moins de l'aider d'une manière ou d'une autre. Un homme d'âge moyen se tient devant son fils et lui tend un papier. Il lui dit qu'ils peuvent rester en contact, tant qu'il a ce papier pour les aider. Posant sa main sur la tête du gars, il lui ébouriffe un peu les cheveux, en disant que même s'ils ne sont pas à proximité, cela ne change rien, car il convient de se rappeler que dans son cœur, il est toujours là et n'est jamais allé nulle part. Le jeune homme avait promis de me prévenir, s'il avait besoin d'aide, et il devait donc tenir parole, de toute façon. Comme prévu, quelque chose avait complètement dérapé. L'homme du rêve se tourne sur le côté et s'apprête à partir, tandis que Karshian ressent tout cela. Il éclate en cris et en pleurs, suppliant son père de rester, mais la silhouette disparaît inexorablement dans l'espace. Sautant et s'asseyant sur le lit, la brune appelle à nouveau son père, espérant qu'il l'entendra. Mais tout cela n'était encore qu'un rêve stupide qui semble ne jamais se réaliser. En expirant, le garçon essaie de réguler sa respiration, car tout cela le rend nerveux. De tels rêves surviennent presque quotidiennement, et désormais rien ne changera. Inclinant la tête, Karshian pleure doucement.
Il aimerait vraiment que quelque chose change, qu'on ait pitié de lui, mais cela ne sert à rien pour le moment. Se levant et allumant la lampe posée sur la table, la brune s'assied et étale le papier qui lui a été remis, avant de partir, ainsi que la plume et l'encre qui étaient encore conservées. Le garçon n'avait plus eu de nouvelles de son père depuis 3 mois, ce qui était extrêmement triste et effrayant. Il avait déjà envoyé d'innombrables lettres, mais rien ne l'avait aidé à arriver à destination. Les yeux du héros s'écarquillent, tandis qu'il est pris de convulsions, renforcé par la peur qui s'insinue de plus en plus dans sa conscience. Il est impossible que quelque chose se soit réellement passé, et le duc avait raison. Peut-être qu'un accident, ou quelque chose de pire s'était produit, et que maintenant, il n'entendrait plus jamais la voix de son père, sauf dans ses rêves. Le jeune homme se penche en avant, serrant sa chemise dans ses mains, essayant de ne pas laisser ses mauvaises pensées lui monter à l'esprit. Il sait pertinemment que tout va bien pour son père, ce qui signifie qu'il n'a pas à s'en faire autant. Des larmes coulèrent sur ses joues. Le garçon ne réalisa pas à quel point c'était grave, avant d'y avoir réfléchi plus de 15 minutes, ce qui lui semblait pouvoir changer quelque chose dans sa vie. Une autre image me vient à l'esprit, et ce n'est autre que celle de la blonde familière, qui, baissant la tête, promet qu'elle ne fera plus ça. Les yeux s'écarquillent brusquement, tandis que la brune essaie de contenir ses émotions, et de ne pas devenir personnelle ou en colère, ce qui serait de toute façon impossible à contenir plus tard. Latia ne cesse de lui rabâcher la nouvelle. Désormais, elle ne lui fera plus de mal. Son visage exprime un regret sincère, mais il n'y croit pas. Après tout ce qui s'est passé, il est difficile de faire à nouveau confiance aux gens. Laissant tout cela de côté comme si elle espérait que ça passerait, la brune songe à la folie de la situation. La jeune fille voulait sans doute juste lui embrouiller la tête et tout gâcher. Elle aurait profité de la situation un peu plus tard qu'elle ne l'aurait souhaité. L'image suivante montrait la même chose, mais la dame tenait un discours complètement différent. Elle disait qu'il était évident depuis longtemps que personne ici ne la considérait comme un membre de la famille, prouvant ainsi qu'elle n'était qu'une gamine. La dame avait raison, car le garçon savait tout cela, et l'avait remarqué depuis longtemps, car c'était un enfant observateur, qui n'avait pas besoin d'y mettre trop d'efforts. Si, il connaissait la raison des mauvais traitements infligés par les domestiques à Latia, et l'entendait souvent se plaindre à sa mère de tout ce qui se passait pendant qu'il nettoyait la zone ou faisait un autre travail. Debout sur le pont, la femme s'est penchée et a demandé à la fille à quel point elle avait été traitée grossièrement, ce à quoi elle n'a pas immédiatement reçu de réponse, en raison du fait que la petite fille pleurait. Elle parlait d'épingles coincées dans sa robe et de la faute d'une des servantes. Sur un ton hypocrite, la mère se contentait de dire que c'était une bonne chose qu'elle n'ait pas été blessée, même si elle le regrettait probablement au fond d'elle-même. En faisant son travail, le garçon remarquait rarement les servantes, qui racontaient sans cesse la situation. La marquise faisait semblant de ne rien savoir. Derrière tout cela se trouvait la dame rousse. C'est elle qui lui demandait de lancer des quilles et de se livrer à bien d'autres sales tours, révélant ainsi son attitude envers sa fille. Un jour, alors qu'il était dans la cour, le garçon entendit peut-être trop de choses. Les servantes, comme d'habitude, discutèrent de tout et de rien, et l'une d'elles mentionna que Latia était une enfant illégitime qui vivait ici simplement parce que c'était ainsi. En y réfléchissant, le jeune homme s'arrêtait souvent net, car cela ne le regardait pas. La famille aurait dû régler le problème elle-même, afin que cela ne soit pas transmis à d'autres et ne se répercute pas dans la société. Se penchant vers sa fille, la dame lui demanda si elle était en colère, ce à quoi on lui répondit que la fillette était simplement bouleversée. L'enfant fut interrompu, lui demandant si elle avait besoin de passer sa colère sur quelqu'un. La blonde figée leva aussitôt la tête vers sa mère, pour lui demander à nouveau si elle pouvait vraiment faire ça, et pourquoi exactement cela était fait. Hochant doucement la tête, la dame voulait simplement dire que cela ne devait être fait que sur une personne extérieure à sa famille. Personne n'a le droit de maltraiter les membres de sa famille. Chacun peut donc choisir quelqu'un d'autre. La marquise donnait toujours l'exemple d'un homme qui, selon elle, écoutait aux portes, comme un rat. Il n'avait pas l'intention de se comporter ainsi, mais c'était toujours sur lui que se déversait toute la colère de la famille. La mère manipulait l'enfant, essayant de lui faire faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire de ses propres mains. Pour devenir adulte, il faut apprendre cet art, car sans débordement d'émotions, rien n'arrivera. Latia était petite. Alors elle croyait à ces absurdités. La dame lui dit que c'était le seul moyen de s'assurer que personne ne la méprise. Elle serait fière de sa fille, alors elle devrait au moins essayer.
Souriante et espérant gagner le plus d'amour possible, l'héroïne accepte car elle souhaite le bonheur de sa mère. Ensuite, elle ne se soucie plus de rien. Latia n'était qu'un jouet utilisé à des fins personnelles par les personnes âgées. Avide de louanges, elle était prête à faire tout ce qu'on lui demandait. Un moment d'hier me revient à l'esprit, lorsque la jeune fille a dit avec assurance que Suzanne avait raison, car l'amour qu'elle recevait n'était pas sincère. Ce retournement de situation semblait extrêmement inattendu, même si l'on voulait s'assurer de la véracité des paroles. Latia ne semblait plus être celle que le garçon connaissait depuis son arrivée ici, mais cela aussi s'avéra être un mensonge. Ce matin même, à son réveil, le garçon trouva une servante dans son placard. Elle lui dit que sa maîtresse avait décidé qu'il resterait sans nourriture toute la journée et que rien ne lui importait. L'estomac émet des sons tristes. La fille n'a pas changé du tout, même si elle essaye de paraître gentille, après tout ce qu'elle a fait de mal. La main tente de calmer la douleur. Il est fort probable que Latia n'ait pas obtenu ce qu'elle voulait. Alors elle a de nouveau révélé sa vraie nature, en décidant de commettre un tel acte. Elle voulait blesser cet homme, non pas de ses propres mains, mais avec quelque chose de plus grave. Saisissant la lettre qui a été à nouveau écrite pour être livrée, le jeune homme ne pense qu'à ce qu'il doit faire de ce papier, qui de toute façon ne sera pas livré. En serrant la feuille de papier plus près de lui, comme s'il la serrait dans ses bras, le brun pense qu'il a juste besoin de quelques mots chaleureux de son père, ou au moins d'une phrase écrite dans une lettre qui ferait avancer Karchian, et ne pas abandonner en aucune circonstance. Les pensées sont interrompues par un coup frappé à la porte. Le bruit semble mesuré, et vient d'en bas, comme pour indiquer la taille modeste de la personne qui arrive. Se détournant, le garçon fronça les sourcils. Il ne comprenait pas qui avait bien pu arriver à une heure aussi tardive. Toute la famille dormait probablement déjà, et seuls les gardes patrouillaient dans les couloirs, interdisant à quiconque de s'échapper. S'approchant et s'apprêtant à ouvrir la porte, l'homme entend une voix qui dit que c'est Latia. Il n'y a aucune explication quant à sa présence ici, mais ce n'est pas nécessaire après tout ce qui s'est passé. Toujours en colère, Karchian essaie de ne pas crier. Alors, libérant sa colère, il serre le poing, lui écrasant presque les doigts, puis demande à la fille de partir, car elle semble chercher les ennuis. Une nouvelle vague de colère submerge l'homme, qui ne veut plus rien faire, mais les voix derrière la porte le dérangent. La dame lui demande de rouvrir, ce à quoi il répond « Pourquoi ferais-je ça ?» La voix se répète, tentant de convaincre les gens, comme pour les invités. La fille dit qu'elle a apporté à manger. La réaction ne se fait pas attendre, car tout ce qui se passe semble ironique. Courant vers la sortie, le garçon ouvre la porte de toutes ses forces, comme pour exprimer sa colère. Son sang semble bouillonner, ne laissant aucune chance. La blonde recule d'un bond, disant qu'il lui a fait peur. Ne se retenant plus, la brune se met à crier, demandant pourquoi la belle se comporte si étrangement envers lui, même si elle a promis d'être de son côté. Essayant de trouver les mots justes pour calmer Karchian, la blonde n'y parvient pas, car c'est sa faute s'il meurt de faim depuis 24 heures. Pour une raison inconnue, la jeune fille a changé d'avis et est venue lui apporter de la nourriture après avoir imposé cette interdiction. Comprenant ce qui se passe, Latia interrompt la tirade furieuse et demande du temps pour s'expliquer. Il s'avère qu'elle n'a pas offensé Karchian, et c'est pourquoi sa mère a décidé de les punir. Le jeune homme se fige et se tait, ne comprenant pas ce qui se passe, mais demande ensuite à nouveau doucement, car il lui semble que son ami a dit quelque chose à propos de « eux », ce qui signifie que cela s'applique à elle dans une certaine mesure. Elle n'avait rien mangé de la journée. Suzanne dit que lui non plus. Alors elle décida d'apporter quelque chose de comestible, même s'il n'y avait pas beaucoup de choix. Tendant le plateau, la jeune fille propose à l'homme de le lui prendre des mains, tandis qu'il la regarde avec méfiance. Elle manigance sans doute quelque chose, car elle a peut-être réussi à empoisonner la nourriture, ou à faire quelque chose d'étrange. Baissant la tête, le garçon réalise qu'il a commis une erreur en leur faisant subir cela, et en cherchant des pièges partout. Il ne voulait pas que les choses tournent mal, mais en même temps, il ne pouvait pas se mettre à faire confiance à la personne qui le harcelait. Entendant des bruissements puis des pas, la blonde se tourne vers l'escalier d'où ils viennent. Tout le monde comprend parfaitement qui est venu et pourquoi. Le chevalier qui montait la garde la nuit était celui qui devait inspecter chaque recoin vérifiant, ainsi tout, et s'assurant que tout était en ordre, et que tout le monde dormait. Il portait la main à sa bouche lorsqu'il bâillait, exprimant ainsi son envie de dormir. Suzanne fut la première à comprendre ce qu'il fallait faire. Elle ordonna au seigneur de se cacher, car s'ils apprenaient de cela, ils le signaleraient certainement à la marquise, et alors rien ne pourrait les sauver.
Regardant autour d'elle, la jeune fille cherche un endroit où se cacher. Ses pensées sont confuses, car elle n'a absolument pas le temps. Décidant d'agir ainsi, l'homme se retourne et leur dit doucement d'aller vite dans sa chambre. Personne ne s'y intéressera d'autant plus qu'il peut faire semblant de dormir, ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison de le déranger. Alors qu'ils entrent, le gars les conduit à l'intérieur, en disant que c'est une réaction normale, car il comprend que si quelque chose ne va pas, ils auront tous des ennuis, y compris lui-même. La lenteur de la fille est un peu agaçante. Alors la main attrape son poignet, la tirant presque vers lui. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre soit blessé, compte tenu de tous les faits. Les yeux de la belle s'écarquillèrent de surprise. Elle ne s'attendait pas à un tel geste de la part du prisonnier, car après tout ce qu'il avait dit, il semblait que cela n'arriverait jamais. Il aurait été plus logique que Karshian leur claque la porte au nez. Manquant de tomber sur le garçon, la dame tente de garder l'équilibre. Ses joues sont rouges, ce qui montre clairement qu'elle est un peu gênée par une telle proximité. Ils se figent tous les deux et se regardent dans les yeux. L'homme ne lâche toujours pas la main de son compagnon, incapable de faire quoi que ce soit. Une seconde plus tard, le couple rebondit littéralement l'un sur l'autre. Gêné. La jeune fille est presque prête à crier, ou mieux encore à quitter la pièce pour aller quelque part. S'éloignant d'un mètre de son ami, la blonde dit que sa présence ne la dérange pas. Le garçon se gratte silencieusement l'arrière de la tête, tandis que Suzanne, debout, entre eux, cligne des yeux surprise. Marchant sur la pierre froide, la dame s'avance un peu. Elle aperçoit la chambre de Karshian pour la première fois, mais cela ne change rien, car l'atmosphère ne lui apporte que des pensées sombres qui l'empêchent de se détendre. Ses yeux s'écarquillent, essayant d'accepter la réalité. Il n'a que 10 ans, et il ne comprend pas comment il peut vivre dans un endroit pareil. Ce serait effrayant d'être ici, même pour quelqu'un qui a vécu plus de 30 ans et qui n'est plus un enfant. Latia connaît sa famille et ses coutumes, mais placer le garçon dans un endroit aussi horrible est inimaginable. On dirait que tout cela n'a été fait que pour aggraver sa situation. Cela ne semble pas normal. Cependant, comme le personnage principal le sait déjà, la famille Gladelise paiera de sa tête la cruauté dont elle a fait preuve envers le fils du duc qui arrivera bientôt. En saisissant son cou comme pour vérifier la présence d'une tête, la jeune fille se souvient tristement que lorsque cela s'est produit, sa tête s'est envolée avec le reste après avoir appris la trahison. La jeune femme détourne le regard vers le garçon qui se tient tout près. Elle laisse passer Suzanne, qui dispose soigneusement les assiettes sur la table. Remarquant un regard aussi proche directement sur lui-même, le gars, sentant qu'il ne peut plus le supporter, croise les bras sur sa poitrine et demande ce qu'elle veut et quelle est la raison d'une telle attention. En riant, la blonde, visiblement nerveuse, dit que ce n'est rien de spécial, que tout va parfaitement bien. Il faut réfléchir à ce que tu vas dire en sa présence et faire en sorte que cela paraisse naturel. On pourrait dire que la pièce est inconfortable, mais c'est évident. Si vous proposez de la rénover, vous vous retrouverez avec encore plus de problèmes, d'autant plus que la Vierge n'a pas cette autorité. Vous avez envie de pleurer de désespoir, d'autant plus que l'angoisse mentale est très perceptible de l'extérieur. Quelque chose que j'ai remarqué sur le côté posé sur la table me tire de mes pensées. Mon regard se pose avec intérêt sur la nouvelle cible, réalisant qu'elle est extrêmement intéressante. On ne sait pas ce qui est écrit dessus, mais elle comprend immédiatement qu'il s'agit de papier Sérine. Ce type de papier est extrêmement rare et coûteux. Il est donc étrange qu'il ait atterri entre les mains du garçon. Remarquant ce sur quoi la blonde se concentre, la brune court vers elle à la vitesse de la lumière et s'empare de la lettre pour tout cacher. La compagne se fige, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Les yeux du brun pétillent, comme si quelqu'un le forçait à ne dégager que de l'énergie négative. Il montre les dents et déclare qu'il interdit à quiconque de toucher à cette chose. L'homme semble nerveux, tandis que la fille se détourne, affirmant qu'elle lui a simplement posé la question, sans aucune mauvaise intention. Elle ne l'a même pas contacté sans donner de raison. Toujours en regardant la lettre, la jeune fille essaie de se rappeler la signification de cette chose. Elle l'a certainement lu dans un livre, et ce n'était rien d'autre qu'un cadeau de Claude Lomdicel avant son départ. Pour autant que l'on sache, l'homme avait vendu une broche coûteuse à sa mère. Donc l'objet devait avoir beaucoup de valeur pour Karshian, et ce n'était même pas une question d'argent. S'approchant et essayant de rester amicale, la blonde demande si un homme l'a déjà utilisé. Elle sait que la réponse est bien sûr « oui », mais ça vaut quand même le coup de demander. Sans s'arrêter, la jeune fille lui demande s'il peut communiquer avec son père, grâce à ce papier provoquant une réaction étrange. Fronçant les sourcils,
Le jeune homme lui demande comment elle sait tout cela. Commençant déjà à parler d'autre chose, la jeune fille comprend que tout a mal tourné. Elle se fige, cherchant à imaginer une autre stratégie, car il lui semblait impossible d'imaginer pire. La colère contre elle-même était désormais légitime. Il y avait eu une erreur, et elle aurait dû faire semblant de ne pas savoir, pour que Karshian décide d'avouer, l'air plutôt nerveuse. Latia dit avoir récemment vu un article dans les catalogues commerciaux locaux. Il disait que Sérine pouvait être utilisée pour contacter les personnes les plus rapides en mer. Toujours aussi indécise, la brune affirme à voix basse que c'est vrai. Impossible de le deviner à partir de détails aussi infimes, ce qui signifie que la blonde ne ment pas. On pourrait considérer cela comme une victoire éclatante dans cette affaire. Le jeune homme continue tristement la conversation sur le journal, mentionnant soudain le fait qu'au cours des derniers mois, il n'avait pas pu obtenir une seule réponse, même s'il comprenait que cela ne pouvait arriver, que si quelque chose de mal se produisait. La colère monte à nouveau lorsque la brune suggère que quelqu'un pourrait intercepter les lettres avant qu'elles ne lui parviennent, ce à quoi la compagne assure que ce n'est pas elle. Suzanne, restée dans un coin pendant tout ce temps, continue simplement d'espérer qu'ils ne se disputeront pas. En repensant à tout ce qui avait été dit, la blonde comprit que quelqu'un de la famille Gladelise était peut-être impliqué dans cette affaire. Il ne leur serait tout simplement pas profitable que les lettres parviennent à leur destinataire. Claude confia secrètement ce papier en cas d'urgence. Bien que le marquis et lui fussent des amis proches, il était probablement inquiet de ne pas pouvoir être si longtemps auprès de son fils. Une idée tout à fait logique lui vient à l'esprit. La jeune fille affirme que personne ne s'est approprié ces lettres, car elles ne parviennent pas au père lui-même. Pour clarifier, et en espérant que ce n'est pas vrai, et qu'il comprenne, le gars demande « Pourquoi la dame est si sûre de cela ?» Car n'importe quel passant qui n'en profite pas pourrait dire la même chose. Il s'avère que la potion magique appliquée sur le papier perd ses propriétés lorsque celui-ci est stocké dans un endroit humide. Il est donc impératif de le conserver dans un endroit plus sec pour obtenir l'effet souhaité. Se sentant humilié et embarrassé, le brun se détourne, disant doucement qu'il ne savait même pas qu'une telle chose existait, car il était toujours sûr que tout allait bien quelles que soient les conditions. Si Karshian est un personnage du livre que j'ai réussi à lire. Alors il n'a écrit à son père qu'une fois dans cette pièce. Il ne voulait pas inquiéter le duc pour des broutilles, mais il était trop tard. Sa patience était comme une coupe sans fin. Cependant, lorsqu'il ne pouvait plus supporter les coups et les conditions terribles, il décida de franchir cette étape, mais à ce moment-là, le papier avait déjà perdu ses propriétés magiques. Le garçon regarde ses bottes, la tête baissée. La fille comprend qu'il n'a rien fait pour mériter un tel traitement, et regrette profondément que tout se soit passé ainsi, et que cela se soit mal terminé. Alors qu'elle réfléchit à la solution, la jeune fille est soudainement prise d'un coup lorsqu'une idée brillante lui vient à l'esprit. Peut-être pourrait-elle aider Karshian, rendant ainsi service aux deux parties. Après tout, le seul objectif est de gagner sa confiance. Alors, ce moment est la seule et unique chance. Il ne faut rien manquer, quels que soient les circonstances. Tout d'abord, il convient de baisser la vigilance du garçon. Il ressemble désormais à un petit chaton noir, sifflant sur tout le monde, tandis que Latia veut le nourrir et l'apprivoiser, le ramener chez elle et le rendre domestique. Toussant légèrement dans son poing, pour attirer l'attention du gars et le tirer de sa détresse, la blonde dit qu'il peut encore utiliser le papier et envoyer une lettre à son père. Tout n'est pas perdu, ce qui signifie qu'on peut le tester pour voir si ça marche. Levant le doigt vers le haut dans un geste instructif, la jeune fille dit qu'il suffit de sécher soigneusement les draps, puis après avoir retiré la potion, de l'appliquer à nouveau sur le papier, lui redonnant ainsi une seconde vie. Après cela, il aura de bien meilleures chances.